Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de l'Échiquier international, toujours et plus que jamais consacré à Gaza. Et plus précisément, les informations qui circulent sur un éventuel cessez-le-feu qui serait en train d'être discuté par les parties intermédiaires, le Qatar peut-être, ou les États-Unis, dont le président Joe Biden qui a fait des déclarations allant dans ce sens. Il dit souhaiter donc un cessez-le-feu prolongé à Gaza durant la période du Ramadan. L'accord tend évoqué entre autres le cessez-le-feu. L'accord donc stipule entre autres, comme je le disais, le cessez-le-feu. Le retour des otages en contrepartie de la libération des prisonniers palestiniens. Seulement voilà, toutes ces informations sont à mettre au conditionnel vu que rien n'est confirmé d'aucune partie, en l'occurrence la partie concernée, c'est-à-dire le Hamas et bien sûr l'agresseur sioniste. Pour Hamas, cet accord ne remplit pas apparemment toutes les conditions, surtout celles relatives à la destination des prisonniers palestiniens après leur libération. Pendant ce temps, les Palestiniens à Gaza meurent tout simplement de faim et toutes les alertes rouges n'y changeront pas grand-chose, hélas. Alors, ce soir, dans l'Échiquier international, nous recevons avec beaucoup de plaisir pour parler de Gaza Monsieur Michel Rimbaud, qui est essayiste et ancien diplomate français. Il a été en poste en Mauritanie, au Soudan, au Zimbabwe, en Égypte, au Yémen et en Arabie Saoudite. Monsieur Michel Rimbaud, vous êtes également l'auteur de plusieurs ouvrages, Le Soudan dans tous ses états en 2012, La tempête sur le Grand Moyen-Orient et dernièrement, en 2019, si je ne me trompe, Les guerres de Syrie. Monsieur Michel Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, je suis très honoré. Alors, Monsieur Michel Rimbaud, on va vous demander ensemble, nous et vous, bien sûr, de voir ce sujet qui est signé Neila Eid Hamouda, et puis on va rentrer directement dans le débat. Des négociations sur une possible trêve dans la bande de Gaza seraient en bonne voie. Un terrain d'entente aurait été trouvé à Paris entre le Hamas et l'entité sioniste. Ces pourparlers permettraient d'arriver à la libération des prisonniers palestiniens et des otages, mais également à un cessez-le-feu. La question posée est, s'achemine-t-on vraiment vers une trêve de longue durée ? Les négociations de Paris ont abouti à une feuille de route qui évoque une trêve. Cette cessation des opérations militaires pourrait être de longue durée. On parle même d'une trêve de 40 jours. Il y aurait également des libérations au quotidien des prisonniers palestiniens contre des otages sionistes. On parle de 400 prisonniers palestiniens contre une quarantaine d'otages, essentiellement des femmes et des enfants. Cela ne veut pas dire que l'entité sioniste n'est plus assoiffée de sang. Le gouvernement sioniste veut toujours lancer une offensive terrestre sur Rafah. Les plans militaires sont déjà préparés. C'est une course contre la montre. La horde sauvage sioniste tient absolument à poursuivre ses opérations militaires dans la bande de Gaza, notamment à Rafah. D'un autre côté, Joe Biden, qui se retrouve sous pression de toutes parts, y compris de son électorat, veut absolument obtenir une trêve durant le Ramadan. Une période où d'habitude l'entité sioniste monte la tension et s'acharne contre le peuple palestinien. J'espère que d'ici au début du week-end, je veux dire plutôt la fin du week-end, mon conseiller à la sécurité nationale me dit que nous sommes proches. Nous sommes proches. Ce n'est pas encore fait. J'espère que d'ici lundi prochain, nous allons avoir un cessez-le-feu. Un leader anonyme du Hamas a déclaré à l'agence de presse Reuters que les déclarations du président américain Joe Biden sur une éventuelle trêve sont prématurées et ne correspondent pas à la situation sur le terrain. Il y a encore de grandes lacunes auxquelles il faut remédier avant le cessez-le-feu. Les négociations butent toujours sur la destination des prisonniers palestiniens une fois qu'ils seront libérés. De son côté, le Qatar, partie prenante de la médiation, refuse de commenter les déclarations de Biden sur le cessez-le-feu à Gaza. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, les négociations sont en cours sur tous les fronts pour trouver un moyen d'entamer la pause avant le Ramadan.
Alors, après avoir écouté attentivement le sujet signé Neila et Hamouda, Monsieur Michel Rimbaud, alors, de plus en plus, il est fait, justement, ces derniers temps, d'une trêve ou, si vous souhaitez, d'un cessez-le-feu à Gaza durant le mois de Ramadan. Biden, on l'a vu, on va passer la façon avec laquelle il a annoncé. Alors, sa glace à la main, franchement, c'est tout le sérieux que ça nécessite. Est-ce que vous pensez qu'il y a un effet d'annonce ou est-ce qu'il y aura réellement aujourd'hui un cessez-le-feu à Gaza durant la période du Ramadan? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait de cette menace qui est brandie tout le temps par l'entité sioniste, à savoir celle d'une attaque terrestre ou d'une offensive terrestre imminente? C'est pourquoi il faut être très prudent entre tout ce que l'on écoute, parce qu'il y a des effets d'annonce, même accompagnés de glace et de douceurs diverses. Mais il faut être très prudent. Mais après tout, il faut peut-être prendre au mot, y compris Biden et d'autres responsables dans ce qu'ils disent, parce que, bon, il y aura peut-être un restant d'humanité. Donc, il reste... Je suis toujours frappé en regardant toutes ces photos, c'est un spectacle atroce. Le peuple palestinien vit un massacre, un génocide, et finalement, quand on voit ça, je pense que tous les hommes politiques et les négociateurs devraient se hâter de faire un cessez-le-feu, notamment, je dirais, à l'époque du Ramadan. Oui. Alors je pense que pour certains gouvernements, il y a une nécessité politique de faire en sorte qu'il y ait vraiment un cessez-le-feu durant toute la durée du Ramadan, et qu'en tout cas que les premiers jours soient marqués, soient sous le signe du cessez-le-feu. Je pense notamment à la Jordanie et à d'autres pays. Oui. Mais ça compensera peut-être, disons, leur longue inaction, parce que quand même, ça fait plus de 5 mois qu'il y a une guerre atroce qui se passe en Palestine, à Gaza, et finalement, c'est vrai que beaucoup de gouvernements arabes sont restés étrangement muets. On les voit beaucoup maintenant se bouger, c'est très très bien, et il faut leur souhaiter bonne chance en tout cas. Alors, globalement, toutes les modalités, l'échange les cessez-le-feu, etc., c'est vrai que jusqu'à présent, ça n'avait pas été très réussi, mais à présent, ça sera peut-être un peu mieux. Alors, je crois qu'effectivement, il y a une solution d'extrême urgence, d'après, je lisais les déclarations des représentants du Programme alimentaire mondial, de la FAO, oui, de l'OMS. Enfin, il y a urgence, vraiment une grande, grande urgence, puisque pratiquement toute la population de Gaza est en situation de crise, d'urgence, de crise ou de catastrophe, oui, globalement. Ce sont 2 200 000 ou 300 000 Palestiniens qui sont menacés de famine, disons à des degrés divers, mais la plus souvent on est à des degrés très très avancés. Alors, oui, je crois qu'après, effectivement, il y a l'avenir qu'il faut ménager, parce que le cessez-le-feu, ça ne suffit pas. Comme manifestement, ce ne sera probablement pas un cessez-le-feu définitif, un arrêt des hostilités, ça sera que temporaire. Je souhaiterais que ça soit définitif et qu'on profite de la trêve justement pour continuer à parvenir à une solution. Oui. Alors, Monsieur Michel Rimbaud, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, il y a une sorte de concurrence quelque part qui est très perceptible entre le Qatar et entre, par exemple, les États-Unis par rapport à certains effets d'annonce? Alors, pendant que Monsieur tient sa glace, le président américain tient sa glace, il annonce que peut-être qu'il est désireux en tous les cas de voir un cessez-le-feu pendant cette durée du Ramadan à Gaza. De l'autre côté, il n'y a aucun commentaire du côté qatari. Est-ce que cela veut dire que le véritable travail se fait de ce côté-ci? C'est possible que le travail, que ce soit maintenu, se fasse en silence complet, le travail réel. Mais je crois qu'il y a certainement une concurrence, en tout cas, il y a eu, quelque part, il y a le désir de certaines parties, de certains assistants, certains participants dans la négociation, qui se veulent des intermédiaires et des facilitateurs, disons, de tenir à l'écart non seulement le Hamas, mais tous les mouvements de la résistance palestinienne. Il y en a quand même 7 ou 8, qui ont participé en coordination avec le Qatar, je dirais, à l'attaque du 7 octobre. Donc des mouvements palestiniens de tous horizons. Il y a eu vraiment une espèce de structure de concertation. Et disons, on ne peut pas dire que c'est une guerre entre Israël et le Hamas, comme beaucoup d'organes de presse l'ont appelé, notamment en Occident, mais
disant c'est une guerre entre Israël et les Palestiniens, tout simplement, Oui. et la résistance palestinienne. Contre. Alors, il y a une tentative, certainement, de récupérer l'effet de surprise. Finalement, la première fois où les mouvements palestiniens obtiennent, sont en position de négocier, disons, sans se faire rattraper, je dirais. Et donc, il ne faut pas perdre l'occasion. C'est la première fois où il y a une victoire réellement, une sorte de victoire de la résistance, puisque la résistance résiste, tandis que l'armée régulière israélienne, qui est la plus puissante de la région, qui détient l'arme nucléaire, que c'est en 5 mois, n'a atteint aucun de ses objectifs stratégiques. Il continue seulement, le seul résultat qui a été acquis, ça a été de massacrer, disons, une partie de la population et de détruire la bande de Gaza et de la rendre inhabitable. Alors évidemment, c'est peut-être efficace, mais ça n'est pas un objectif politique et ça présage mal, disons, du succès de l'armée israélienne. Et donc une armée régulière d'une telle puissance, avec une puissance si supérieure à celle de son adversaire, à savoir le Hamas et les mouvements de la résistance palestinienne, eh bien, elle devrait gagner. Or, elle n'a pas gagné, elle n'a pas atteint ses objectifs, donc on peut considérer qu'elle a perdu. Par contre, les mouvements de la résistance, eux, qui ont résisté, qui résistent toujours vaillamment et finalement avec beaucoup de succès au bout de 5 mois de combat, eh bien, ça veut dire qu'ils ont gagné, pratiquement. Alors, ça fait peut-être un peu paradoxal de dire ça, mais souvent, j'entends beaucoup d'experts en matière militaire, ce que je ne suis pas, qui disent ceci. C'est une armée régulière qui ne gagne pas, qui n'atteint pas ses objectifs au bout d'un certain temps, étant donné même devant face à un adversaire qui est de puissance déséquilibrée par rapport à lui, eh bien, c'est parce qu'elle a perdu. Et par contre, un mouvement de résistance qui résiste encore au bout de plusieurs mois dans des conditions aussi difficiles et aussi atroces que celles qui sont rencontrées par les mouvements de la résistance palestinienne, eh bien, il a quelque part, il est le vainqueur. Bon. Alors, ça ne résout pas la situation, mais enfin, quand même, ça donne une étape. Et il s'agit de ne pas priver quand même tous les mouvements qui ont participé à l'offensive, à l'attaque du 7 octobre. Il y a cette offensive victorieuse, je dirais en partie, de la résistance palestinienne, le priver de sa victoire, de la première victoire au fond qu'a obtenue les mouvements palestiniens depuis 75 ans. Je pense qu'il faut leur donner, il faut qu'ils soient associés bien évidemment à la solution, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. On voit bien que pour certains, la priorité, c'est un cessez-le-feu, mais surtout d'éliminer les mouvements de la résistance, notamment le fameux Hamas. Oui. Alors je ne sais pas. Voilà. Oui. Alors, on va revenir justement vers la réaction de Hamas qui n'a pas tout à fait accepté apparemment ce qu'on appellerait les résolutions ou les quelques points de ces négociations qui sont toujours en cours. Alors, Hamas voudrait ou buterait ou en tous les cas aurait des oppositions concernant le point des prisonniers palestiniens qui devraient être libérés. Leur sort, quel sera leur sort? C'est-à-dire après la destination, après leur libération. Parce qu'on l'a vu par le passé, peut-être pour des personnes qui ne comprendraient pas ce que cela veut dire. Cela veut dire, est-ce que ces personnes qui seront libérées seront envoyées en dehors de la Palestine? Vont-ils rester en Cisjordanie? Vont-ils rester à Gaza? Parce qu'à Gaza, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. Vont-ils être ensuite arrêtés de nouveau? Parce qu'on l'a vu lors de la première opération de libération des otages, certains se retrouvent à nouveau dans des prisons israéliennes. C'est ce qui est à craindre justement, effectivement, qu'ils soient libérés comme ça pour la galerie et puis après qu'ils soient... parce que les Israéliens sont très savants dans ce domaine-là. Donc on peut craindre le pire pour la destination, c'est effectivement un point très très important. Où doivent-ils aller? Je pense que finalement les intéressés à titre individuel et à titre collectif sont les meilleurs juges. Ils savent où ils peuvent aller avec un minimum de mesures de sécurité. Parce que les garanties après, s'ils se font réarrêter, disons, dans 8 jours ou même le lendemain ou même 1 heure après, ni vu ni connu, ils auraient été libérés soi-disant et ils ne le seront pas. Donc c'est à eux de finalement peut-être d'apprécier la situation et peut-être aux négociateurs, disons, palestiniens, quels qu'ils soient, et de ne pas permettre que s'il y ait lieu, que ce soit des gens réputés proches du Hamas ou pas proches du Hamas,
c'est pas ça la solution. Ce sont des résistants palestiniens. Ils ont participé vaillamment dans des conditions, encore une fois, atroces et atroces. Donc, ils sont prisonniers. Ils ne sont certainement pas d'un traitement de faveur. Ils ont été traités comme des chiens. C'est le moment de le dire. Et donc, je pense que leur libération doit se faire dans des conditions dignes et leur assurer, disons, une suite de libération qui soit digne. Alors, c'est à eux de moi, oui. Est-ce que Michel Rimbaud, quand Hamas parle de destination, est-ce que c'est dans un désir de voir ces prisonniers être transférés justement ailleurs, en dehors de la Palestine, de Cisjordanie, ou est-ce que c'est pour que leur sécurité déjà en Cisjordanie soit assurée, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas une nouvelle fois dans les geôles sionistes? Je crois que c'est pour ça. Il y a certainement l'arrière-pensée, dire que s'ils pouvaient partir hors de Palestine et hors de la région, que ça serait bien. Quand même, il y a ce plan sous-jacent, finalement, de vider la bande de Gaza de ses habitants et qu'ils n'y reviennent pas, puisqu'on a rendu plus ou moins la zone inhabitable, ou du moins dans sa plus grande partie. Et donc, finalement, il y a certainement une arrière-pensée que le plus nombreux seront ceux qui partiront et le plus heureux sera le gouvernement israélien, puisque ça répondra à sa préoccupation de vider la Palestine finalement du maximum d'habitants, de créer au fond une deuxième Nakba, mais où il serait amené à sans droit au retour, pareil, enfin vider la Palestine de ses habitants. Mais je crois que les militants palestiniens, les résistants palestiniens comprennent très bien et saisissent parfaitement ce point. Ils ont fait montre de leur résolution et je crois qu'on ne les attrapera pas dans un piège aussi grossier. Mais c'est à eux, ceci étant, de choisir un endroit qui leur assure une véritable libération. Mais pas ni au Canada, ni en Ouganda, ni en Argentine, ni rien du tout. Disons, probablement en Palestine. Je pense que c'est là qu'ils voudront être libérés, mais à condition de ne pas être évidemment remenacés d'arrestations arbitraires comme ça. Si bien le faire les Israéliens. J'espère qu'il y aura des experts, enfin des observateurs qui observeront justement quelle suite est donnée à la libération de tous ces prisonniers palestiniens. Oui. Il y a un autre point, Michel Rimbaud, pour revenir un petit peu sur cette histoire de trêve ou de négociation qui serait donc pour obtenir une trêve. Alors, on négocie effectivement pour avoir ce qu'on appelle un cessez-le-feu durant le mois de Ramadan. Et on veut aller peut-être même plus loin, c'est-à-dire vers un cessez-le-feu plus prolongé. Ce qui veut dire que un cessez-le-feu n'est pas une impossibilité, qu'on aurait pu le faire même en dehors du Ramadan. Si c'est possible de le faire durant la période de Ramadan, pourquoi ces partis ne se sont pas attelés à le faire même sans le Ramadan? Parce qu'il y a désormais un aspect d'urgence c'est un spectacle qui est tellement visible, une tragédie qui est tellement visible et qui prend une telle ampleur finalement dans l'opinion publique mondiale qu'il était peut-être urgent de faire quelque chose. Bien sûr qu'il était possible quand on en est à parachuter finalement, faire des parachutages de vivres. C'est vrai que ça, on peut les faire avant le Ramadan et aussi bien que pendant le Ramadan. Et on ne voit pas très bien ce qui empêchait de le faire. Oui, je crois qu'il y a un effet de pression quand même, un effet d'image qu'il ne faut pas rater. Notamment peut-être pour les Israéliens, mais surtout, j'allais dire aussi peut-être pour certains gouvernements qui mettent la pression. Je pense notamment au gouvernement jordanien qui a l'air très très précis. Tant mieux, mais à condition de prévoir l'avenir. Parce que c'est pas le tout, pendant quelques jours, pendant que les caméras seront branchées en disant c'est le début du Ramadan et voyez comment c'est respecté, comment les Israéliens sont respectables. Non, il y a des moyens de se jouer parce que l'opinion publique ne suit pas ça au jour le jour. Hein. Elle voit seulement l'image et puis il y a tout un appareil de propagande qui est quand même très très actif, notamment je pense en Occident, qui est prêt à, je dirais, désamorcer toute critique de l'État d'Israël, même jusqu'à présent. Mais dans l'opinion publique, effectivement, ça ne passe plus, y compris et notamment en Occident. Ça, je dois le signaler, y compris en France, les mouvements dans l'opinion publique. Alors évidemment, ils ne sont pas trop suivis par les élites, mais dans l'opinion publique, il y a un réel mouvement de solidarité avec la Palestine que l'on doit nommer, dont personnellement je me félicite, parce que
finalement, ça n'avait pas eu lieu depuis un bon moment, depuis plusieurs dizaines d'années. Voilà. Oui. Et donc, tant mieux pour le cessez-le-feu si le Ramadan aura peut-être permis d'amorcer un cessez-le-feu et de montrer que finalement c'est possible. Alors pourquoi on ne l'a pas fait avant? Ben, c'est trop tard pour se poser la question. Mais maintenant qu'il le cessez-le-feu, on dira pourquoi l'arrêter? Qu'est-ce qui empêche d'envoyer de la nourriture par camion ou par parachute? De briser le blocus alimentaire humanitaire. Justement, monsieur Michel Rimbaud, alors on va dire les choses autrement. Si cette négociation ou si ce cessez-le-feu venait avoir le jour, parce que jusqu'à présent, ça reste dans le conditionnel. Il est vrai que, bien sûr, Jack Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, avait déclaré qu'un terrain d'entente avait été trouvé entre les différentes parties, donc intermédiaires dans ce conflit, y compris donc les parties impliquées, qui sont donc la Palestine, ou en tous les cas le Hamas et l'entité sioniste. Alors, un terrain d'entente, ça pourrait supposer que peut-être on va aller vers ce qu'on appellerait une trêve humanitaire ou alimentaire, parce que, effectivement, les Palestiniens sont en train de vivre donc une situation aujourd'hui dramatique. Alors, j'allais dire... est-ce que cela veut dire qu'après le Ramadan, il y aura un autre round de bombardement, et on l'a vu par le passé, puisque de toute façon, la menace de l'offensive terrestre n'a pas encore, elle est toujours là, elle plane toujours sur la tête des Palestiniens. Est-ce que ça veut dire que juste après le Ramadan, eh ben, les Palestiniens vont se retrouver à être bombardés de nouveau? Ben, je ne dis pas qu'ils vont se retrouver bombardés de nouveau, j'en sais rien. Oui. Je ne vois pas dans la boule de cristal, mais je crains que ça pourrait arriver. C'est du domaine du possible. Ça sera un moyen de chantage considérable. Et puis, il n'y aura plus de Ramadan qui servira. C'est quand même un argument très, très puissant. Et il est à craindre après qu'il y ait moins d'attention. Mais global d'ici là, et que finalement, le génocide continue son cours. Parce que c'est un génocide qui est toujours en cours, jusqu'à preuve du contraire. Personne n'a voulu y mettre fin, et même, quand même, il y a effectivement, par exemple, la Cour internationale de justice, qui avait été saisie par l'Afrique du Sud et par un certain nombre d'autres pays, moi, effectivement, a déclaré qu'il y avait, non seulement que c'était une situation qui évoquait, qui faisait penser fortement à un génocide, mais ça ne veut pas dire qu'ils hésitaient sur la qualification. Bon, ils l'ont déclaré, et ça ne sera pas effacé. Et donc, il y a beaucoup d'initiatives, une autre auprès de la CPI, par exemple, qui guette au tournant tous les dirigeants israéliens et d'autres dirigeants, finalement, qui se rendent coupables de génocide et d'actions génocidaires, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et ça reste. Et je pense que tous ces avocats et toutes ces organisations diverses ne lâcheront pas prise. Alors oui. Donc, c'est vrai qu'après le Ramadan, mais il faudra être très très vigilant, parce qu'il pourrait bien se passer que tout recommence, qu'on reprend la vie reprend à zéro, c'est-à-dire comme c'était avant le Ramadan, quoi. Alors, et pour les Palestiniens, ça ne présagerait rien de bon. Oui. Je pense que les Palestiniens, ils ont assez souffert. Il faut pas qu'il y ait d'autres expériences après. Oui. Il y a aussi d'autres craintes, Michel Rimbaud, parce que ces craintes sont là, elles sont réelles. On a parlé de ces négociations, on a parlé de conditions, donc cessez-le-feu prolongé, bien sûr, et échange otages contre prisonniers. Jusque-là, tout est clair. Mais disons que au rythme qui a été proposé, c'est-à-dire un otage au rythme d'un jour, donc chaque jour, il y aura une libération de part et d'autre. Qu'est-ce qui dit qu'une fois que tous les otages seront libérés, le cessez-le-feu va être respecté, si tel est le cas? Mais brièvement, M. Michel Rimbaud. Écoutez, il n'y a aucune certitude, effectivement, parce qu'il y a... On ne peut pas avoir tout à fait confiance dans tous les intervenants. D'autant plus que par le passé, on a appris à ne pas avoir confiance. On a appris plutôt à ne pas avoir confiance, oui. Mais, disons, il y a une pression quand même qui existe, qui va quand même en s'accroissant. Et donc, on peut être raisonnablement, non pas optimiste, mais enfin dire, bon, il faut être vigilant, il faudra voir qu'est-ce qui se passe à l'issue du Ramadan, effectivement. Mais moi, je pense que, étant donné quand même qu'il y a une pression internationale, alors qui ne vient pas des pays occidentaux,
mais ni de tous les pays qui se présentent comme des médiateurs, comme des entremetteurs ou d'honnêtes courtiers. Souvent, ils ne sont pas exactement d'honnêtes courtiers, ils sont ce sont des amis d'Israël plutôt, et donc ils ne peuvent pas avoir, disons, une approche qui soit vraiment extérieure et une approche neutre, une approche honnête. Alors, ce serait souhaitable que parmi les puissances, je crois qu'il y a des pays qui ont pris position, beaucoup, et qui s'intéressent à la question. Il faudrait peut-être qu'ils soient partie prenante dans toutes les négociations d'une façon ou d'une autre. Non pas pour alourdir le dispositif, mais pour le rendre plus représentatif de ce qu'est la communauté internationale désormais. Ça serait vraiment souhaitable. Et je crois qu'on y gagnerait en honnêteté. Merci beaucoup, Monsieur Michel Rimbaud. Voilà, le temps vient donc et tire à sa fin. L'émission L'Échiquier International est terminée. Merci à notre invité, qui est donc ancien diplomate français en Afrique, au Soudan, au Zimbabwe, mais également au Yémen et en Arabie Saoudite. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain pour un nouveau numéro de L'Échiquier International. Au revoir.